Bienvenue cette semaine à Hockey le magazine. Jasmin, bonjour. Bonjour, Danny. Tu sais, Jasmin, cette semaine, c'est vraiment le spécial gardien de but. C'est la fête des gardiens. C'est la fête des gardiens. Déjà, au départ, on va dans l'usine Lefebvre où on va vraiment voir toutes les facettes de la construction d'une jambière, d'équipements de gardiens qui, eux, on le sait, se spécialisent dans l'équipement sur mesure. Et de ton côté? Et en deuxième partie de l'émission, on va aller rencontrer justement un gardien de but qu'on connaît tous très bien au Québec, Marc Denis, qui a eu une grande carrière dans la Ligue nationale de hockey. On va parler de son rôle de gardien de but et de l'évolution de cet équipement de gardien de but. Hockey le magazine, c'est parti. Hockey, le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action et Hockey le magazine pour un accès inédit à vos joueurs préférés. On a le plaisir cette semaine de se retrouver sur la couronne nord de Montréal à l'usine Lefebvre, une usine qui fabrique l'équipement des gardiens de but. Avec Patrick Lefebvre encore cette semaine. Cette semaine, on se concentre vraiment sur comment ça se fait, l'équipement de gardien de but, parce que je pense que c'est une question qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se demander. Globalement, une jambière de gardien de but, c'est quoi les matériaux qui sont utilisés? C'est sûr que la plupart des produits maintenant sont des produits synthétiques. Nous avons des cuirs synthétiques, nous avons des nylons, nous avons des mousses et des pièces qui sont moulées en mousse ou en injection en plastique. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille le voir de nous-mêmes. On va aller visiter votre usine puis passer étape par étape pour fabriquer une jambière de gardien de but. Excellent. Alors, avant de se transporter dans l'usine, on est d'abord au niveau du bureau, au niveau de la recherche et du développement vraiment de la jambière. Ouais, ça, c'est vraiment notre quotidien à moi et Sébastien. C'est sûr que ici, tout le développement, les idées, au niveau du design, tout se passe ici. Par la suite, quand Sébastien a terminé son nouveau design, envoie toutes ces nouvelles pièces aux machines numériques pour pouvoir les découper et par la suite travailler en échantillon avec la couturière. Ici, présentement, c'est la première étape au niveau qu'on appelle au niveau de la découpe. Présentement, on découpe avec une découpeuse numérique. Il prépare son placement automatique. Il vient maximiser les pièces et minimiser la perte des matériaux. On a terminé présentement au niveau de la découpe numérique. Par la suite, chaque pièce est reliée à un bon de commande que par la suite, nous faisons la mise en lot de chaque boîte pour s'assurer que le client reçoive les bonnes options, autant au niveau de la couleur, la broderie, sérigraphie, spécification, au niveau de la rigidité, ainsi de suite. On a vu la confection avec les matières premières, on a vu la mise en lot. Maintenant, une autre étape qui est très importante, c'est la couture, vraiment. Tout à fait. Tout l'assemblage et la couture se fait à cette étape-ci. Quels sont les enjeux à cette étape-là ici? Il y a des choses peut-être qui vont être absolument nécessaires pour que la suite se passe bien. C'est sûr que la qualité des employés, surtout au niveau de la précision, les valeurs de couture sont extrêmement importantes pour s'assurer que le produit soit très efficace. Ici, présentement, on est l'assemblage de couture au niveau une des dernières coutures au niveau final du contour de la jambière pour fermer la jambière avec son corps qui a été entré auparavant. Je suppose que c'est à cette étape-ci que ça devient important vraiment pour que la jambière ait sa solidité, ait sa fermeté, puis on arrive presque au résultat final. C'est sûr qu'après avoir rentré le corps de la jambière, c'est une couture qui est très robuste pour s'assurer la durabilité de la jambière. Patrick, c'est la fin de la chaîne ici, c'est-à-dire que chaque jambière qui a été produite par Lefebvre passe par là où on est présentement en tant que dernière étape. Oui, tout à fait. C'est vraiment la dernière étape avec la finition du haut de la jambière avant que le produit s'en aille directement au client, au gardien de but. Et justement, la dernière étape, ensuite, lorsqu'elle est terminée pour la mise en marché, on envoie ça vers le client? Oui, tout dépendant d'où est la provenance de la commande. Si c'est un client de la Ligue nationale, il faut que chaque équipement soit envoyé au bureau de la Ligue nationale à Toronto pour que l'équipement soit conforme au règlement de la Ligue nationale de hockey. Monsieur Lefebvre, on vient de passer à travers votre usine de montage. Je tiens dans mes mains la jambière, le produit final que vous avez. On vient de voir qu'il y a beaucoup d'étapes pour arriver à ce produit-là. Voilà, oui. C'est sûr qu'avec tout le taillage, au niveau de la couture,
l'assemblage qu'on voit ici à l'arrière, autant la sérigraphie et broderie, on parle de plusieurs étapes. Félicitations pour ce modèle que vous avez. Et on avait envie de conclure, pour le plaisir des gens, vous avez avec vous la première jambière qui a été faite par votre père de M. Lefebvre, en fait, qui est à l'origine du nom de la compagnie, qui a une jambière assez différente de celle-là. C'est sûr qu'on prend cette jambière-là, en 87, ça a été la première jambière qui a été fabriquée par mon père, pour moi, lorsque je jouais à Bantam 2A. C'est sûr qu'au niveau des cuirs, au niveau du rembourrage, qui était tout à la main, maintenant, aujourd'hui, nous avons des pièces moulées avec des pièces qui sont des mousses de haute densité qui permettent d'avoir des retours beaucoup plus longs et une jambière qui est beaucoup plus légère en même temps aussi. L'équipement a bien changé. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre entrepôt, dans votre usine. C'est un grand plaisir d'avoir visité ça. C'est un plaisir, merci beaucoup. Il y a 103 ans aujourd'hui, une page d'histoire de la Ligue nationale s'écrivait alors qu'on disputait le tout premier match de l'histoire de la Ligue nationale. Et c'est ce qui nous intéresse dans notre question du jour aujourd'hui. Mais avant de vous la poser, parlons un peu avec Danny, le début de la Ligue nationale. Ça a été, comme on dit, une grande épopée qui s'est amorcée il y a plus de 100 ans maintenant. La Ligue a tellement évolué. À l'époque, c'était 6 équipes. Maintenant, on est rendu à presque 32 maintenant. Oui, bien en fait, la beauté du hockey sur glace, c'est que c'est un sport qui est devenu, avec les années, international. Et pourquoi je dis ça, c'est que il y a une centaine d'années, il y avait des joueurs américains, des joueurs canadiens qui jouaient au hockey sur glace. On ne voyait pas dans ce circuit de compétition des joueurs provenant d'autres pays, évidemment. Et plus ça a avancé, plus on a vu le hockey s'internationaliser. Là, aujourd'hui, tu as peut-être des joueurs qui proviennent d'une vingtaine de pays différents et tous ne sont pas des pays traditionnels. Il y a des pays là, où la Norvège a des joueurs, la France a des joueurs, la Suède et bien sûr la Finlande. Il se développe aussi même. Il y a des nouveaux pays qui arrivent de plus en plus. Absolument. Alors, vraiment, le hockey sur glace a beaucoup de mérite. C'est devenu maintenant un sport qui est planétaire. On se demande donc qui a marqué le premier but le 19 décembre 1917. Est-ce A. Dave Ritchie, B. Joe Malone ou C. Reg Noble? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause qui avait été le tout premier joueur de l'histoire à marquer un but dans la Ligue nationale de hockey qui a fêté ses 103 ans aujourd'hui, soit le 19 décembre 1917. La réponse est A. Dave Ritchie. Et à l'époque, il faut se rappeler que la rondelle, on ne levait pas la rondelle restait toujours sur la glace. Il y a un tas de règlements, il y avait seulement une ligne rouge, il n'y avait pas de ligne bleue. Donc, il n'y avait pas de zone neutre. C'était complètement différent. Alors, le jeu a beaucoup évolué. Les athlètes sont extraordinaires maintenant et le jeu est extrêmement rapide. Merci beaucoup, Danny. Bon anniversaire à la Ligue nationale qui a 103 ans aujourd'hui. On a eu le plaisir, avant la pause, de visiter l'usine Lefebvre sur la Rive-Nord de Montréal pour découvrir un peu comment était fait l'équipement de gardien de but. Nous voilà maintenant qu'on se retrouve avec Marc Denis, ancien gardien de but dans la Ligue nationale de hockey, pour parler un peu justement de cette évolution. Marc, c'est un euphémisme de le dire, l'équipement de gardien de but a tellement changé. Parle-moi des premiers contacts que tu as eus avec cet équipement-là il y a quand même quelques années quand tu étais jeune. Bien oui, les tempes grises me trahissent un peu, trahissent mon âge du moins. Bien, j'ai fait partie, sans le vouloir, un peu de cette révolution de l'équipement de gardien de but et de la position, je dirais. Également, lorsque j'ai commencé au hockey mineur, les bonnes vieilles pattes brunes qui devenaient de plus en plus lourdes au fur et à mesure que la rencontre progressait. On en a vu une justement avant la pause avec l'usine Lefebvre. Oui, et tout ça a évolué à ce qu'à la fin de ma carrière, j'étais capable, avec les spécifications bien particulières à mes demandes, de recevoir de la compagnie dans une boîte le matin même, une paire de jambières que j'étais capable d'utiliser dans le match le soir même. Alors, tout ça s'est fait évidemment sur plusieurs années, mais j'ai été chanceux de voir une évolution, là, ma foi, rocambolesque et très rapide de l'équipement. Parlant justement de ces spécifications-là avec l'usine, on a vu également avant la pause. C'était quoi, toi, tes demandes? Quel genre de demandes tu avais? Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'une jambière était bonne ou mauvaise pour toi? Bien, le style papillon a fait partie, évidemment, de cette révolution de la position, des techniques, entre autres, d'arrêt pour les gardiens de but. Et ce qu'on a vu, au niveau des jambières, entre autres, cette jambière carrée, lourde, remplie de sangles en cuir du haut en bas, est devenue une jambière où, en haut du genou, il n'y avait plus de sangles parce que ça aidait à la biomécanique du gardien de but. Ça aidait à venir fermer l'ouverture entre les jambières lorsqu'on y allait en position papillon. Ça mettait beaucoup moins de stress également sur les hanches et les genoux. C'était certaines de mes spécifications. Je n'étais pas un gardien de
but qui était très demandant au niveau du bouclier, mais pour moi, la mitaine était très importante. J'en avais une lors des entraînements qui était beaucoup plus rembourrée parce qu'on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui où on a énormément évolué. Ouais. Alors, j'avais une mitaine d'entraînement qui était plus rembourrée pour éviter les blessures. Certaines spécifications, donc, de la sorte. Évidemment, en à peine, un petit peu plus de 10 ans maintenant, depuis que j'ai pris ma retraite, tout ça a évolué encore très rapidement et on est déjà dans un autre monde. Bien, justement, parlons-en un peu de cet autre monde qui a tellement évolué. C'est bien parce que les gardiens sont très bien protégés. Ouais. Mais quelle est ton opinion par rapport à cette évolution de cet équipement-là qui a évidemment grossi, vers quoi on s'en va, vers l'équipement de gardien de but? Bien, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au fil des années, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y avait une exagération au niveau de la taille de l'équipement, on était à mesure de la réduire, cette taille-là, pour qu'elle soit proportionnelle au gardien de but, donc pour éviter les exagérations. Le gardien de but sent beaucoup moins la rondelle qu'on la sentait à l'époque, mais on a aussi peut-être un peu moins d'échymose, un peu moins de blessures, ce qui est très bien. Les matériaux sont plus légers. On évite les blessures, non pas seulement avec l'impact de la rondelle, mais aussi, on parlait de biomécanique tout à l'heure. Ouais. Tout ça, c'est encore amélioré énormément. Alors, pour moi, c'est une des positions qui a profité le plus de cette révolution technologique aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les bâtons ont changé énormément et que la vélocité des tirs a augmenté aussi. Bref, pour moi, c'est un peu, je dirais pas un jeu de rattrapage, mais il y a quand même une certaine stratégie à s'assurer que la technologie est au même niveau que les tireurs qui veulent marquer des buts. Merci d'en avoir partagé des moments avec nous. Merci, Marc. Merci. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bienvenue aujourd'hui à notre 4e capsule sur l'équipement de hockey. Aujourd'hui, on parle de patins. Bonjour, Éric. Écoute, tu as des patins extrêmement intéressants pour nous. Le TF9 de True. Parle-nous un petit peu de ce patin-là. Exact. On sait que depuis 2 ou 3 ans, True produit des patins faits sur mesure. Tu scannes ton pied. On fait produire le patin à Winnipeg, tu le reçois quelques semaines après. C'est quand même incroyable. Oui, c'est quand même bien, mais cette année, True a décidé d'investir dans la production de patins qui sont disponibles en magasin. Okay. Un petit peu moins cher que le patin fait sur mesure, mais tout aussi thermoformable. Donc, c'est vraiment ça qui est exceptionnel pour True. Tu prends ton patin, tu le mets dans le four au magasin, puis quand tu l'enfiles, quand il est chaud, tu le formes à ton pied, c'est vraiment une expérience qui est pas comparable à autre chose. Alors là, il y a une adhésion de la bottine sur ton pied. Exact. Ça devient comme... À cause de la chaleur? À cause de la chaleur. Okay. Après quelques minutes, quand le patin vient froid, il prend la forme de ton pied puis il reste comme ça. Puis ça devient vraiment une extension de ta jambe quand tu patines. Donc, pour les pousser, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, ça obéit plus en raison du fait que c'est monocoque, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il y a de caractéristiques, d'autres caractéristiques à propos du patin par rapport à la lame? Parle-nous un peu de la lame. Exact. Ils ont la nouvelle lame Shift. Donc, tu peux juste avec un petit outil, tu peux changer ta lame en quelques secondes, qui est quand même commun chez CCM et Bauer aussi, mais True l'introduit cette année aussi. Une nouvelle lame, un nouveau support de lame, puis une botte quand même très légère à un prix très intéressant. Dis-moi, la lame est noire, c'est seulement cosmétique ou il y a une performance particulière? Non, il y a une performance particulière. C'est un enduit sur la lame, sur l'acier, qui fait en sorte qu'il te permet d'avoir une meilleure glisse sur la patinoire. Intéressant. Dis-moi, parle-nous un peu du Bauer. Bauer qui produit des patins depuis 1927, donc sont vraiment les leaders, je dirais, dans le domaine du patin. Puis le patin suprême, c'est un patin qui aussi existe depuis très longtemps, qui est vraiment emblème, un porte-étendard de la marque Bauer dans le patin. Okay. Puis cette année, avec le nouveau ultrasonique, il pousse encore la note un petit peu plus loin. Un petit peu plus léger, une nouvelle lame LS Pulse TI, donc en titanium, avec un enduit qui permet une meilleure glisse. Puis la botte, c'est vraiment la botte typique suprême que les gens apprécient beaucoup. Et dis-moi, à l'arrière, je vois qu'il y a une ouverture là, au niveau de la languette. Parle-moi un peu de ça. Exact. C'est vraiment dans la flexibilité. Donc, à chaque poussée, tu peux sentir la différence. Donc, tu sens que l'arrière de ta jambe suit le patin, puis c'est fait pour être flexible. Donc, à chaque poussée, ça te donne un petit peu d'extra, si tu veux. De plus en plus, les patins, on porte une attention particulière sur la languette en avant. Oui. Celle-là, elle a quelque chose de particulier. J'ai remarqué des espèces de protection. Exact. C'est vraiment pour le confort du joueur. La languette est faite comme pour vraiment être confortable. En même temps, très bien, qui offre une bonne
protection. Mais encore là, si tu n'es pas confortable dans ce patin-là, chose qui me surprendrait évidemment, tu peux toujours opter pour la personnalisation du patin. Donc, le même patin, mais fait à ton pied. À ton pied. Donc, okay. tu sais fait... Celui-ci, juste pour revenir, est-ce que tu le fais chauffer aussi, celui-ci? Oui, tous tes patins sont thermoformables pour le confort. OK. Donc, True et Bauer, on est dans la même catégorie là, en ce qui concerne, puis le même concept. C'est un concept qui est similaire. Exactement. OK, mais là, si je veux l'avoir, moi, personnalisé, qu'est-ce que ça change dans l'acquisition? Quel genre de produit ça va être? Ça va être quoi la distinction? Donc, dans le cas de Bauer, dans certains de nos magasins, on a des scanners avec 64 caméras à la hauteur de tes pieds. Ça prend 7 secondes. On prend une photo de tes pieds. Ouais. On envoie ça à l'usine à Blainville, chez Bauer, les patins sont faits au Québec. Donc, tu as tes 2 pieds, parce que là... Tu as les 2 pieds en même temps, exactement. Pied gauche, droit. Oui, ça te prend 2 patins habituellement. Oui, puis des fois, ben ça, oui. Là, mais ce que je veux dire, c'est que tes pieds sont pas pareils. Tes 2 pieds sont pas pareils. Non, exact. Tu as toujours un pied un petit peu plus long que l'autre. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment pertinent. Oui. Donc, on scanne le pied. Puis là, tu peux choisir. Comme dans ce cas-ci, j'ai emmené une languette pour juste montrer, mais on a 5 ou 6 choix de languettes différentes selon le confort que tu recherches, la protection. Puis chaque joueur est vraiment... Tu peux vraiment choisir tes spécifications. Alors, merci, Éric. La semaine prochaine, on va encore parler de patins. Puis en attendant, je te souhaite des joyeuses fêtes à toi et toute ta famille. Évidemment, reste en sécurité, reste en santé. Merci beaucoup. Pareillement, Danny. La chronique sur la glace est une présentation de Captoder, hygiène du sport. Captoder, passe à l'action. Bienvenue encore cette semaine à la chronique sur la glace. Là, je vous le dis, ça, c'est un de mes sujets préférés. Les bagarres pour les rondelles libres. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on pense souvent, ou on parle souvent, devrais-je dire, des habiletés offensives. On dit les joueurs doivent être bons ou bonnes, les joueuses avec la rondelle, contrôler la rondelle, avoir la tête haute. Tout ça, c'est vrai, là. Mais quelque chose de encore plus important, c'est de récupérer les rondelles. Et il y a des joueurs ou des joueuses qui se spécialisent dans ça. Il y a des techniques fines, des techniques très raffinées qui sont importantes pour l'efficacité offensive. Et nous, comme entraîneurs, on se doit de les enseigner adéquatement. Alors, sur la prochaine séquence, on va voir comment gagner ce que j'appelle la bagarre territoriale, la ligne de patinage. Être placé devant son adversaire avant même d'aller à la rondelle. Parce que si on se place devant lui, on provoque des pénalités, on provoque toutes sortes de situations. Regardez ce que ça donne sur le plan pédagogique. L'objectif, c'est d'avoir le corps entre l'adversaire et sa rondelle. Aussitôt qu'ils vont arriver à la rondelle, la première chose qu'il doit faire, c'est l'éloigner, placer son corps, puis créer justement le contact physique pour créer l'écart par la suite. Et le fait de déplacer la rondelle, la projeter, va également l'inciter à compléter son virage peut-être plus efficacement, puis de façon plus dynamique. Merci. C'est parti. Rentre à l'intérieur. Parfait. Alors, sur l'animation 3D, cette séquence, elle implique seulement 2 joueurs parce qu'on voulait identifier clairement la ligne de patinage. À quel point c'est important de gagner cette ligne de patinage, donc de réussir à se placer devant son adversaire pour avoir un avantage par rapport à la rondelle. Ce qu'on cherche à faire sur cette séquence, c'est de faire la démonstration jusqu'au cône que le joueur qui gagne cette bagarre territoriale, qui réussit à passer devant, isole son opposant de la rondelle. Donc, il est entre la rondelle et l'adversaire. Donc là, un avantage certain pour récupérer celle-ci et ensuite la protéger. La protection de rondelle, c'est une autre technique, mais de gagner cette bagarre, de réussir à passer devant l'adversaire, c'est essentiel. Vous pouvez utiliser cette séquence en la complétant avec un tir au filet de chaque côté, sous forme d'atelier, mais disons que l'objectif ultime, ça demeure de gagner la ligne de patinage. Pierre-Luc Dubois est un des joueurs les plus efficaces en espace restreint à travers toute la Ligue nationale de hockey. Pourquoi? Parce qu'il réussit à frapper l'adversaire souvent pour le déstabiliser avant d'aller vers la rondelle. Aussi, lorsque l'adversaire vient vers lui, il va souvent réussir à
le frapper et se servir de cette espèce de contre-coup pour se propulser dans une autre direction. Et comme ça, il réussit à ralentir l'adversaire et à se relancer. Mais fondamentalement, il réussit à faire ça en respectant une règle de base. Écoutons Mathieu Gravel qui va nous en parler. Fait que pour l'exercice, on va faire le même principe, exception que c'est pas le triangle, c'est moi. Fait qu'il faut que tu crées le contact avec moi pour que mes orteils tournent dans la mauvaise direction. Quand tu sens que je suis bien ancré sur toi, c'est là que tu fais ton virage brusque pour aller tirer. On commence? Allez-y, messieurs. C'est parti. C'est parti. Rentre à l'intérieur. Essaie d'aller au filet. Go! L'idée, c'est de s'assurer qu'il y a un premier contact, de forcer le joueur en défensive, d'avoir vraiment un transfert de poids. Donc, sur cette séquence, on voit clairement que le joueur vient en contact avec son couvreur avant d'amorcer un virage brusque, un changement de direction, dans le but de déstabiliser l'adversaire. Donc, l'objectif, c'est en possession de la rondelle, d'avoir un contact. C'est presque une mise en échec offensive. Alors, on se sert de l'adversaire. On voit ça souvent au basketball également. C'est que on se sert du contre-coup. En anglais, on dit le bump and release. Donc, on frappe et on se dégage. Et c'est un peu la technique qu'on vous suggère sur cette séquence. Alors, vous voulez que vos joueurs viennent en contact avec l'adversaire, mais tout ça en protégeant la rondelle, comme Mathieu l'a mentionné, parce que si la rondelle est à proximité du bâton de l'adversaire, même si vous le frappez, il va réussir à vous harponner, vous soutirer la rondelle ou tout au moins vous déstabiliser offensivement, vous empêchant ainsi d'aller au filet. Je vous propose cet exercice en terminant. En fait, c'est un jeu. J'ai vu ce jeu exécuté à Washington lors d'un entraînement, bien sûr, à travers mes nombreux voyages dans la Ligue nationale de hockey pour mon travail. Et j'ai trouvé très intéressant. Je voulais vous la partager. Donc, c'est une situation à 2 contre 2 et on est autorisé d'utiliser nos coéquipiers comme passeurs. Donc, il y a l'effet surprise. On peut donc comme ça utiliser toute la glace. L'idée, c'est bien sûr de se démarquer, de créer de l'espace. Donc, toutes les techniques qu'on vient de discuter ensemble sont sollicitées et également celles de démarquage et de créativité offensive en utilisant vos coéquipiers. Je dis, ceux qui l'ont utilisé jusqu'à maintenant ont beaucoup apprécié. Vous pouvez aller voir ça sur play360.ca. Écoute, Jasmin, moi, je me suis régalé. Ouais. L'équipement de gardien, là, pour... C'est ton domaine, ça. Oui, bien, c'est mon domaine. En tout cas, j'ai été là pendant quelques années. J'ai bien aimé ça. Qu'est-ce que tu nous proposes la semaine prochaine? On va y retourner à l'usine Lefebvre dans 2 semaines, mais la semaine prochaine, d'abord, on va aller voir l'usine Bauer sur la Rive-Nord de Montréal qui se spécialise en patins de hockey, mais les patins vraiment pour les joueurs professionnels de la Ligue nationale de hockey. C'est eux qui les font sur la Rive-Nord. J'ai bien hâte de vous présenter le premier de 3 reportages. Les gardiens sont de plus en plus efficaces, alors il faut rendre leur travail difficile. L'écran devant le filet, c'est ce qu'on va voir sur la glace la semaine prochaine. Rocket Magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Captorder, Hygiène du sport, Captorder, Basse Sélection et Rocket Magazine pour un accès inédit à vos joueurs préférés.